Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Anne Guéquière dans Oser by Nico. Dans cet épisode captivant et intimiste, plongeons dans des sujets fascinants tels que nos parts d'ombre. Où c'est ce fameux face-à-face, le face-à-face avec les ombres intérieures, et ce processus est impopulaire parce qu'il est douloureux. Décortiquons les masques que nous portons, explorons les blessures du passé qui nous conditionnent. Qui sommes-nous vraiment ? C'est une très très grande question que tu poses qui m'a taraudée, qui me taraude toujours à travers des années, c'est qui parle à l'intérieur de moi ? Anne se livre, femme ambitieuse, créatrice du podcast Métamorphose avec plus de 50 millions d'écoutes, directrice de collection chez les éditions Erol, auteure de plusieurs livres et coffrets. Comment s'est-elle ouverte à l'introspection et à la spiritualité ? Tu vois, tu parlais de coming out par rapport à ta sexualité, et moi c'était par rapport à ma spiritualité. Mon premier projet de carte qui s'appelait Métamorphose il y a presque une quinzaine d'années, je voulais pas du tout en parler. Explorons avec Anne l'acceptation de soi, l'hypersensibilité, les secrets pour bien vieillir, l'importance de l'alimentation et la chance que nous avons. Notre vie est un miracle. Qu'est-ce qui fait que nous sommes en train d'expérimenter ça, à la fois comme nous sommes tellement petits et tellement grands ? Cet épisode teinté de rire et de bonne humeur est le compagnon idéal pour amorcer 2024 en pleine conscience sur un chemin d'épanouissement personnel. N'oublie pas de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, et sur l'Instagram Oser by Nico, tu trouveras les vidéos pépites de cette interview. Bonne écoute. Coucou Anne, comment vas-tu ? Ouais, ça va bien, mais je suis contente de te retrouver, Nico, merci. Mais oui, moi aussi, on s'était vu déjà... Ah, j'ai même plus le numéro de l'épisode, c'est pas grave, je le rajouterai, ce petit numéro d'épisode qu'on avait fait ensemble il y a quelques mois maintenant, il y a un peu moins d'un an, et c'était drôle parce que quand on s'était vu, on était au mois de juin, il faisait une chaleur incroyable. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, il faisait chaud, on était en tenue d'été. Et on était habillés en noir. On était tous les deux en noir. Et là, on a changé. On est en rose, la couleur de ton nouveau livre. We are matching. C'est fantastique, ça. J'adore. Ouais, c'est la couleur fétiche de mon livre. Mais je la porte pas tout le temps, hein, rassurez-vous. Hein. Oui, mais c'est une couleur en tout cas, je trouve Enfin, la dernière fois, on s'est fait la réflexion que le noir faisait un peu terne. Oui. Et là, je trouve que c'est vrai que le rose, moi, ça ajoute du peps. Comme ton livre, quand on voit la couverture, va, vis et deviens conscient de toi-même, en rose, écrit en jaune, conscient. Je trouve que ça ajoute du peps. Je suis assez sensible aux couleurs. Oui, moi aussi. Et là, je le ressens bien. Et à la chromothérapie, c'est vrai qu'en plus, quand on est dans les mois un peu plus d'hiver comme ça et tout ça, ça réveille et ça redonne un petit coup d'énergie. Oui, aussi. Et c'est marrant parce que je mets beaucoup plus de noir l'été, alors que je le fais pas en hiver, je mets que des couleurs. Mais toi, t'es souvent en rose, moi j'adore, c'est une couleur qui te va très bien. Je l'ai déjà dit d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Quand on s'est vu dans d'autres contextes, je t'ai déjà dit, ça te va trop bien le rose. Donc là, aujourd'hui, on est les roses, on est l'équipe des roses. Exactement. Ouais. Là, on se voit pour ton dernier livre. Donc, comme je l'ai dit, va à vie et deviens conscient de toi-même. 12 chemins de métamorphose. C'est pas rien. Moi, je l'ai lu entièrement. Je l'ai dévoré. Hein. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup de questions, beaucoup de choses à dire. On va revenir dessus. Et j'ai bien aimé un passage à la fin parce que le livre, il est fait en 2 parties. Il y a plonger dans sa vie intérieure, qui est une première grosse partie, et ensuite déployer ses ailes. Je trouve que c'est... ce que j'aime bien, c'est que c'est... Enfin, de toute façon, je vais en parler, mais c'est clair et précis. C'est-à-dire que il est facile à lire et je trouve qu'on va à l'essentiel. Tu ajoutes, toi, ton ressenti, comment tu as vécu les choses, ton expérimentation, et en même temps, ça apporte énormément aux autres puisque tu donnes des clés. Et c'est ça que j'aime dans ce livre. Donc, tu vois, je ne te l'avais pas dit avant, je voulais te le dire de vive voix. Ah ouais, mais merci du retour. Je suis touchée par ton retour. Merci. Ouais. Au podcast. Alors, je vais juste te lire la fin parce que j'ai une question par rapport à ça. Alors normalement j'avais mis, tu vois, j'ai des petits chats partout. C'est ma maman qui m'a offert ça. Ah, j'adore. C'est mes marque-pages du livre. Tu devrais dire d'envoyer Augustin Trapenard dans la grande librairie parce que je voyais l'autre jour qu'il avait des petites marque-pages, mais ils sont pas aussi mignons que les chats. Oui, moi, c'est vrai que j'en ai. J'aime bien ça. Je trouve que ça me parle bien. J'adore les chats en plus. Je voudrais en fait te dire la fin, et on va partir de la fin, en fait, pour parler de ce livre. Tu dis, en ce qui me concerne, bien que me sentant plus consciente aujourd'hui, je n'échappe pas à mes chaos intérieurs, mes masques encore présents, conscients et inconscients, mes personas et mes ombres que l'on pourrait interpréter comme ma personnalité névrotique. Mais tu rajoutes quand même, néanmoins, je voyage aujourd'hui avec un sentiment d'absolu et d'éternité plus large, parfois même infinie. Je sens dans mon cœur une profondeur qui m'habite plus aisément et une joie d'être plus vivante. Tu termines par m'y percher, m'y ancrer, tellement humaine.
J'adore. T'as le sentiment que justement devenir conscient de soi, c'est un chemin qui prend toute une vie pour trouver cet équilibre entre mi-perché et mi-ancré? Oui, puis je ne sais même pas si au bout du compte on le trouve véritablement. Je partageais il n'y a pas longtemps que je nous vois de plus en plus en tant qu'être humain, peut-être que c'est ma perception personnelle, hein, mais un peu comme des funambules, tu sais, sur un fil. Quand je parle des chaos intérieurs, c'est ça, quand on est sur un fil, j'ai un peu fait de slackline, vraiment 3-4 fois, hein, pas du tout à niveau professionnel. Mais on est vraiment dans cette notion d'équilibre. À la fois, il y a des moments, c'est très fluide, ça fonctionne, on a l'impression que ça roule, on va droit. Et puis, il y a des moments, on tombe, ça tangue complètement. Et c'est vrai que cette vie d'humain, c'est une danse, en fait. On peut le voir aussi comme ça. Ouais. Donc, quand je dis mi-ancré, mi-perché, c'est vraiment cette idée d'être à la fois dans notre incarnation dans la matière, puisqu'on est dans ce corps, en tout cas dans cette illusion de la matière. Après, on peut tout à fait discuter de qu'est-ce que la matière ou l'est pas, est-ce que tout est vibratoire. Bon, c'est encore tout un autre pan, un autre fil qu'on tirait. Mais il y a vraiment cette incarnation de présence humaine. Et à la fois, on sent bien qu'on est au-delà de tout ça, qu'on est beaucoup plus vaste. C'est pour ça que je dis mi-perché, parce qu'il y a aussi cette reliance que j'ai avec les mondes invisibles, de ce que je ressens en tout cas comme étant à la fois moi, mais quelque chose qui me dépasse, de cette reliance au grand tout. C'est pour ça que je le dis avec un clin d'œil mi-perché, hein, parce qu'il y a ce côté, il y a ce côté aussi un peu spirituel, ou avec cette tentation que j'ai pu avoir dans certains espaces de ma vie, peut-être de m'échapper aussi dans ces mondes invisibles. Et ce petit fil dont je parlais de funambule, c'est vraiment comment est-ce qu'on trouve cet alliage où par moment on arrive à être bien en fait entre les deux, entre pleinement incarné, pleinement humain, tout en accueillant tous ces chaos intérieurs, parce que même si on a plongé dans sa vie intérieure, qu'on a fait du travail, qu'on a compris un certain nombre de choses de ses croyances, de ses blessures, de ses conditionnements, de quoi je suis fait, de mon inconscient collectif, de mon terreau familial, tout ça c'est des choses à regarder certainement dans une vie. Et en même temps, même en ayant fait tout ça, parfois ce chaos nous rattrape. Est-ce que je l'accueille pas? Il y a des moments où je me suis dit, tiens, finalement, ça je l'avais déjà vu, j'avais l'impression d'avoir bien regardé ce sujet-là, puis hop, ça revient me choper dans une situation où je me retrouve prise dans les mêmes engrenages. Mais justement, par rapport à ça, parce que, tu vois, deviens conscient de toi-même. Oui. Est-ce que, des fois, j'ai le sentiment que des gens travaillent sur eux et qui ne s'arrêtent pas, et pourtant, quand je dis des gens... ne devrais-je pas parler de moi? Et même en ayant pris conscience de plusieurs choses, c'est pas pour autant que l'épanouissement est à la fin. Est-ce qu'à un moment donné, des fois aller trop en profondeur, c'est pas aussi se faire du mal que de remuer trop de choses? Oui, je pense qu'il y a un moment donné dans le processus où on peut aussi remuer ce que Jung appelle les ombres, et on peut un peu tourner dans cette espèce de chaudron des ombres, un peu sans relâche, de rumination. Et je crois qu'il faut aussi faire ce fameux pas de côté, de dire ok, je l'ai vu, je vois de quoi je suis fait dans cette matière, puis à un moment donné je regarde ailleurs et j'arrête un peu. Parce que sinon, comme tu dis, on finit par se dire je tourne en boucle, finalement j'ai le sentiment comme si je faisais un travail et que ça ne porte pas beaucoup de fruits. Ouais. Et parfois, ce fruit-là, on peut s'en apercevoir des années plus tard, où finalement, dans une situation, on se dit « Ah tiens, j'avais l'impression que c'était dur, que je tournais en boucle. » Et finalement, je m'aperçois que je me sens quand même plus léger. Je retombe pas dans le même piège. Là où j'étais en pilote automatique, et dans cette situation, je serais allée au combat sur ce sujet-là, j'aurais réagi de manière un peu peut-être agressive. Et là, je me suis posée, j'ai regardé le truc et je me suis quand même posé la question et je l'ai regardé autrement. Marianne Williamson a cette phrase qui m'inspire beaucoup, elle n'est pas dans le livre, mais dans son livre Return to Love, Un retour à l'amour, elle se dit comment est-ce qu'on peut se mettre sur une autre rive pour regarder une situation. Donc cette idée de conscience, d'être un peu en dissociation pour regarder comment je suis et ce que je vis, est aussi intéressant pour faire ce pas de côté parfois, vis-à-vis de soi.
Tu parlais de Jung au début, justement, cheminer avec ses blessures, c'est l'un des premiers chapitres dans plonger dans sa vie intérieure. C'est en tout cas, cette première partie m'a bien travaillé à bien des points, alors que justement, j'avais l'impression d'avoir quand même déjà, je sais pas, en tout cas fait le tri quelque part. Déblayer le terrain. Ouais, et pourtant, j'ai bien aimé la citation que tu mets au début, ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais en plongeant dans son obscurité. Mais ce travail est souvent désagréable, donc impopulaire. C'est donc Jung qui le dit. Tu as repris cette citation-là. Et je trouve que c'est assez vrai. J'aime bien dans le côté impopulaire parce qu'effectivement, des fois, c'est comme si la facilité... Les gens recherchent une certaine facilité. Et là, tu vas quand même poser plein de questions, même quand tu parles de justement d'enlever les masques. Ces fameux masques, tu les as enlevés, toi, les tiens ? On n'en finit jamais de retirer des masques ou de les voir, de voir toutes ces voix intérieures qui dialoguent à l'intérieur de moi. C'est vrai que tous ces masques et ces personnages, après dans la roue des personnages, on a en général entre 3 et 7, on va dire au sens large, ou 8 masques un peu dominants, qui sont des façons d'être au monde que je montre en priorité. Donc ça peut être, tu vois, si je prends un exemple qui me concerne, ça peut être la femme dynamique, entreprenante, passionnée, voilà. Donc ça, c'est un de mes masques assez dominants, c'est ce que les gens vont dire de moi. Mais ces masques-là, un masque cache toujours son contre-masque. Donc son alter peut être aussi dans une forme d'opposition. Si jamais je suis vue comme la personne généreuse, donnant beaucoup, ça veut dire qu'il y a aussi une radine, quelqu'un de moins généreux qui se cache derrière. Donc tout ça, c'est intéressant de regarder, de les regarder. Pas forcément pour s'en débarrasser, les éliminer, parce qu'ils coexistent à travers mon histoire à l'intérieur de moi. Mais en tout cas, pouvoir aussi en avoir conscience, rire de ces personnages, peut-être parfois en faire des masques un peu burlesques, tu sais, comme dans le théâtre italien, où finalement, la commedia dell'arte, elle prend ces masques-là et on peut se jouer. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est « Ce que je joue de moi ne se joue plus de moi ». Tout à fait, ouais. Donc, effectivement, dans tous ces rôles inconscients que je joue de moi-même, que l'on joue de nous-mêmes, au sens plus large, quels sont ceux, parfois, qui me fatiguent un peu, ou je me fatigue un peu moi-même de sortir toujours cette façon d'être au monde? Est-ce que je peux décoller un peu de ça? Et dans le processus d'individuation de Jung, puisque tu partais de cette citation, il détermine 5 étapes, je ne vais pas forcément les détailler, mais dans les étapes, il y a au début cette première étape qui est je n'ai pas conscience de tout ça. Donc je vis en réponse automatique par rapport à des stimuli extérieurs en fonction de mes conditionnements. Et il arrive un moment dans le processus où c'est ce fameux face-à-face, le face-à-face avec les ombres intérieures. Et ce processus est impopulaire parce qu'il est douloureux. Alors après, on peut avoir envie de le faire ou pas de le faire. Ce n'est pas du tout une obligation de passer par là dans une vie. Certaines personnes se disent « moi, tout va bien ». Mais à partir du moment où on sent qu'on a peut-être une forme de souffrance, certaines blessures, des histoires qui se répètent, on peut avoir l'impression de tourner en rond. Est-ce que ce face-à-face avec soi-même, cet apprivoisement de notre intériorité, jamais on va se connaître complètement, jamais ce face-à-face avec soi-même, la rencontre avec soi sera complète, on reste un mystère pour nous-mêmes. L'autre reste un mystère, mais on reste aussi un mystère pour soi. Mais on peut tenter de s'approcher de qui nous sommes à travers ce face-à-face pour aller vers effectivement une forme d'envol, mais qui sera toujours incomplet. Ouais. Et tu parles d'ailleurs, tu dis confronter sa personne et son ombre n'est pas évident et peut s'avérer déchirant, car cela remet en question la personne qu'on pensait être. Et je suis en plein dedans parce qu'avec ma psy, ça fait 4 ans que j'ai ma psychothérapeute, et là, j'ai vraiment mis le doigt que parce que j'étais mal dans ma peau à l'adolescence, j'ai décidé de briller. Donc plutôt qu'on me rejette pour ce que j'étais, j'ai décidé d'en faire trop. Donc je me suis teint les cheveux, j'ai mis des vestes en cuir rouge et j'ai fait de la musique. J'ai fait la nouvelle star et j'ai brillé le plus possible pour que, au moins, on me dise, à l'époque, il y avait cette douleur, et même pas cette douleur, cette non-compréhension de ma sexualité. Je me suis dit, je vais en faire trop. Comme ça, au moins, si on me le dit, il y aura une raison, parce que je l'incarnerais finalement, le fait d'être gay. Et aujourd'hui, avec ma psy, on a vu que ça a été une manière de me défendre. Et que pour me défendre, je me mets en lumière. Mais ça remet tout en question, ma vie, parce que je réalise qu'à chaque fois, dans tous mes processus,
Je vais toujours créer un YouTube, un Instagram, faire un blog, écrire un bouquin, enfin. Et cette idée, ah ouais, mais si on m'enlève le fait de briller pour me protéger, que reste-t-il ? Ça, c'est une très très grande question que tu poses, qui m'a taraudée, qui me taraude toujours à travers des années, c'est qui parle à l'intérieur de moi ? C'est ça que tu poses comme question. Ouais. Qui s'exprime quand je m'exprime ? Est-ce que c'est ma blessure profonde ? Par exemple, là, tu exprimes ton mal-être adolescent, que tu as très bien décrit. Est-ce que du coup, c'est mon contre-personnage, mon personnage qui n'a peut-être pas été entendu, enfant dans sa différence ? Moi, je le partage aussi dans le livre, quand on est accueilli dans ce monde, de quelle manière on arrive, comment nos parents nous regardent, quel regard ils portent sur nous. Et du coup, on va construire aussi ce contre-personnage en réparation, finalement, de ces schémas de l'enfance qui ont été des besoins, en réalité, non satisfaits. C'est des besoins, non pas que les parents ont été défaillants, parce que nos parents, ils sont ce qu'ils sont, ils ont fait certainement de leur mieux là où ils étaient. Mais en tout cas, le ressenti de l'enfant, c'est vraiment ce besoin dont il avait besoin à ce moment-là, qui n'a pas été satisfait et qui crée, alors, soit des graves traumas dans le ressenti, qui parfois ne sont pas des traumas au sens réel, pathologique du terme, mais qui sont quand même des traumas ressentis, ou qui va créer des micro-blessures comme ça, et qui va faire qu'on va construire un personnage suradapté, en fait, adapté, suradapté, en réponse à ces besoins non satisfaits. Donc c'est sûr qu'aller les débusquer, aller les entendre, ces personnages vivants à l'intérieur de nous, c'est toujours intéressant, parce que on ne cherche pas à s'en débarrasser, mais on va quand même les voir vivre, et puis on va mieux comprendre pourquoi on fait ça. Et toi, t'en es où par rapport à ça, justement ? Parce que tu disais que tu t'es souvent aussi posé cette question-là. T'as l'impression d'avoir fait comme, tu sais, mis la lumière sur tous tes personnages, comment tu t'es protégé à certains moments, et t'arrives aujourd'hui à les voir avec conscience ? Je pense qu'il y a effectivement un personnage qui a besoin d'être vu, d'être aimé, comme toi. Tu vois, d'ailleurs, on ne fait pas ces métiers de communicants par hasard. On fait le même métier de youtubeur, de podcasteur, de médias au sens large, de journaliste aussi, qui a besoin à la fois d'être vu, mais à la fois, tu vois, dans cette posture où on interviewe aussi les autres, il y a quelque chose qui est aussi un peu planqué. Donc il y a ce double mouvement de à la fois regardez-moi et à la fois je fais aussi parler les autres. Tu vois, c'est intéressant. Donc dans des profils, je caricature un peu nos situations, mais dans des profils qui pourraient être le tien ou le mien, ce serait à quel moment on laisse la place aussi pour notre propre voix, notre propre créativité. Pas simplement d'être au service de la parole des autres et de briller à travers ça, mais aussi, par exemple, d'être pour qui nous sommes, profondément. Ça peut être à travers, moi je l'ai fait aussi à travers l'écriture d'un livre où je porte ma propre voix, mais quand j'ai publié mes premiers ouvrages, ça a été compliqué pour moi. Tu vois, tu parlais de coming out par rapport à ta sexualité, et moi c'était par rapport à ma spiritualité. Mon premier projet de carte qui s'appelait Métamorphose, il y a presque une quinzaine d'années, je voulais pas du tout en parler. Je disais, je l'ai fait. Peut-être emparez-vous de ce projet, mais j'ai pas trop envie d'en parler parce que j'osais pas en fait dire véritablement qui j'étais. Parce que c'est sûr qu'on rentre dans des grandes zones de vulnérabilité quand on rentre dans ces eaux-là. Donc je dirais que comment j'ai fait, puisque c'est la question que tu me posais, je les ai vraiment regardés. Je parlais du face-à-face avec ces ombres. Il y a un moment donné, c'est aussi intéressant de regarder ces personnages, de les voir vivre, de pouvoir en rire, comme je te disais, de pouvoir les cheminer, de les voir à l'œuvre. Et puis à un moment donné, leur dire, voilà, c'est ok, en fait, maintenant tu peux être tranquille avec ça. Je n'ai pas forcément besoin d'être toujours dans cette posture où j'ai besoin de prouver, besoin d'être vue, besoin de montrer que je suis capable, tu vois, pour dire j'existe, en fait, aimez-moi, tu vois, d'une certaine manière, derrière tout ça. Mais on le voit, je pense, dans notre entourage, et je pense que même pour ceux qui nous écoutent, on a tous, et les gens ont des traits de caractère très prononcés, qui viennent sûrement d'un moment donné. À un moment donné, ils ont dû incarner cette personnalité-là pour survivre quelque part. Et comme tu dis, c'est faire la paix avec toutes ces personnes et en rigoler. J'aimais bien quand tu as parlé de ça, cette idée d'en rigoler, où c'est vrai qu'aujourd'hui, si j'arrive à une soirée et que je vois que j'en fais des tonnes, des caisses pour exister, en fait, je me regarde avec un peu de recul et je me dis, bon, non, ça va, ton insécurité, tout va bien, les gens vont t'aimer et tu vas pas être rejeté et t'as pas besoin d'arriver en mode, il y a Madonna qui débarque, quoi. Tiens, on va bien.
Oui, et en même temps, c'est bien je suis très inspirée par Jodorowsky parce que dans la métagénéalogie, dans la psychogénéalogie, il parle aussi de ces actes psychomagiques qui vont nous permettre, une bonne fois pour toutes, en conscience, de faire un acte qui va nous permettre de poser le personnage. Donc effectivement, peut-être qu'à une soirée, si j'arrive de manière exagérée sur un trait de caractère, en conscience, je vais le faire une bonne fois pour toutes, je vais peut-être même le dire à mes amis, que j'ai besoin à un moment donné qu'on me regarde, de faire le show, et ça va être fait. Plutôt que de le faire sans vraiment, tu vois, le faire. Et c'est vrai que dans la thérapie de transgénérationnel, souvent, on invite à faire un acte très fort par rapport à une blessure qu'on a pu avoir et qui va permettre, ou par rapport à un aïeul qui a vécu quelque chose de douloureux et qu'on porte en fait en soi, et qui va permettre de réparer aussi quelque chose. Donc ça peut être une voie intéressante à explorer. Ouais, intéressant. Ouais. Intéressant, ça me ramène à l'année dernière quand j'ai fait une soirée diva pour mon anniversaire. Oui, mais j'ai vu ça justement, mais je pensais exactement à ça quand tu parlais de la soirée, parce que tu en as parlé sur tes réseaux encore, je crois, récemment. Ça m'avait fait vachement de bien de la faire en l'assumant. Tu l'as dit, et je trouvais ça beau. Mm. Et en fait, je ne sais pas si tu l'as fait en conscience de te dire, tiens, ça va être un acte réparateur, ou si tu l'as fait simplement parce que tu avais l'envie, et finalement c'est un peu la même chose. Mais c'est exactement de ça dont on parle. C'était l'envie et l'assumer. Assumer que c'était une soirée diva, que chacun ramenait la diva intérieure que les gens ont, naturellement, parce que je pense qu'on a tous une part de diva quelque part, et d'inviter une drag queen pour faire le show et d'être vraiment dans cet univers-là. Mais peut-être que ce serait d'ailleurs un truc à creuser, de pouvoir inventer des soirées justement un peu thérapeutiques. C'est un peu ce que faisait aussi Jodorowsky d'une certaine manière quand il donnait ses actes psychomagiques. Après, je ne sais pas ce qu'il faisait, s'il invitait les gens à se déguiser à des soirées ou pas. Mais là, ça pourrait être intéressant, effectivement, comme un acte thérapeutique de dire tenez, venez peut-être avec votre personnage dominant à cette soirée, celui que vous voyez comme votre masque le plus important. Donc si c'est la businesswoman, la working girl, très young, en mode même pas peur, on va en découdre les gars, peut-être qu'elle peut venir avec le costume ce jour-là de la working girl tel qu'on l'imagine dans l'inconscient collectif avec tous les mythes qui vont avec, tu vois. C'est super intéressant ce que tu dis là. On va faire ça, on va faire des soirées, tiens. Carrément. On va faire une petite soirée. L'expérimentation est souvent assez forte, et tu en parles beaucoup dans le livre. C'est ça, et je tiens quand même à le dire. On est sur un livre quand même avec un côté pratique. Oui. C'est-à-dire que quand on le lit, moi, il y a plein de fois où je me suis dit, tiens, il faudrait que je refasse ça ou que j'essaye ça. Oui. Pour continuer, tu dis éclairer les croyances et les conditionnements, donc c'est un peu la suite, en tout cas. Et tu as une croyance qui était assez forte chez toi, qui était « je ne suis pas à la hauteur » avec le syndrome du perfectionniste et de la victime. En te disant, par exemple, du livre, quelqu'un d'autre pourrait l'écrire mieux que moi, comme un psy, par exemple. Comment ça va par rapport à ça ? Oui, c'est vrai que je parle de temps en temps de ce syndrome de l'imposteur qui est, on le voit dans les études, beaucoup plus élevé chez les femmes que chez les hommes. On a encore même si dans ma famille, c'était pas tellement le cas que les femmes avaient moins voix au chapitre que les hommes, mais je pense que c'est aussi un héritage sociétal et collectif. Ouais. Et donc, il y a toujours cette idée, et quand j'ai écrit le livre, je me suis dit, tiens, c'est intéressant de le mettre parce que ça pourra faire des effets miroirs avec beaucoup de gens. Beaucoup de gens me disent « Non mais toi, avec Métamorphose, tu vois tellement de gens passer depuis des années, tu as lu tellement de livres et tout ça. » Et de pouvoir dire aussi « Oui, quand j'écris sur des thérapies, je fais des recherches, je me sens pas parfois légitime pour écrire sur tel ou tel sujet en me disant « Un psy, un médecin psychiatre, un thérapeute chevronné, quelqu'un qui s'est vraiment spécialisé en parlerait certainement mieux que moi. » Et en même temps, je dis aussi dans le livre, il en parlerait peut-être pas avec la même liberté, puisqu'il serait dans son rôle de psy, de thérapeute, et peut-être il se sentirait plus enfermé dans une voie. Donc finalement, ce sentiment d'imposteur, si on se place sur l'autre rive, on peut tous aussi l'avoir à certains niveaux. Et à quel moment je me dis, oui, je suis peut-être pas la plus légitime, tant pis. Moi, ce que je partage, c'est aussi mon chemin, c'est aussi la voie que j'ai expérimentée. Finalement, on ne peut parler que de notre vécu, de notre point de vue. Mais c'est ça qui est intéressant dans le bouquin, en vrai. Moi, ce qui m'a intéressé aussi, c'était avoir ton expérience. Et tu le dis, et d'ailleurs, merci de répondre à ces questions, parce que l'intimité, donner ton intimité, c'est pas ton... Voilà, c'est pas... tu le dis au début, je crois. Et donc, c'est vrai que même à répondre à mes questions, qui vont souvent d'ordre intime, c'est vrai que t'es doué là-dedans. Je sais pas si c'est être doué, mais en tout cas, c'est hyper intéressant. Moi, j'aime beaucoup avoir la Anne Guéquière qui se livre et qui raconte son histoire personnelle, parce que elle fait écho à beaucoup de personnes, je pense.
Oui, d'ailleurs, peut-être que c'est pas pour rien que je fais ce métier, c'est que je cristallise aussi d'une certaine manière tous les questionnements que j'ai à l'intérieur, qui sont des questionnements aussi du collectif. Et dans les croyances limitantes, tu dis, je crois que c'est traquer le jaguar. Oui. À un moment donné, pour écrire toutes ces croyances qui nous limitent. Ça, j'ai commencé à le faire, c'est flippant, hein, quand on voit un peu tout ce qu'on se dit dans notre tête. En fait, écrire les choses sont quand même toujours des déclics, je trouve, assez importants, plutôt que le théoriser mentalement. Et tu arrives à ressentir, à voir tes croyances limitantes d'aujourd'hui ? Écoute, je les ai beaucoup écrites à l'époque où j'ai fait ce parcours avec Maud Séjournant qui s'appelait La traque du jaguar. Enfin, ça s'appelle toujours parce que c'est un programme qui existe toujours. Maud Séjournant, elle a été formée par Don Miguel Ruiz des Accords Toltec. Elle a d'ailleurs participé à publier un de ses premiers livres en français en France, à l'époque, il y a très longtemps déjà. Et elle a lancé cette formation, elle est coach, elle vit à Santa Fe au Nouveau-Mexique et elle a donc formé des coachs aussi à ce qu'elle appelle la traque du jaguar. Et donc on va aller conscientiser, c'est un parcours de 6 mois, donc c'est quand même assez long, hein, où on va aller traquer, il y a tout un tas de protocoles, nos croyances limitantes, la victime en nous, sur tout ce qui nous habite, toutes nos pensées qui sont tellement automatiques, qui tournent en boucle comme ça, mais dont on n'a pas vraiment conscience. Et en les couchant sur le papier notamment et en les partageant aux autres, parce qu'après on les restitue au sein du groupe dont on fait partie, ça va quand même nous sauter aux yeux. Et on va se dire, dis donc, on sait que les pensées négatives, je crois, occupent, je ne sais plus le chiffre, mais je crois que c'est 80 ou 90% de nos pensées versus les pensées positives. Donc toutes les ruminations, toutes ces croyances qui passent au cours d'une journée, les coucher sur le papier, je trouve que c'est... Alors moi j'aime beaucoup l'écrit, mais c'est aussi une forme de catharsis et ça permet de revenir dessus et les regarder et encore une fois de décoller de nos personnages. J'insiste, hein, j'en parle beaucoup, de décoller de soi. Ouais. L'idée n'est pas de se dissocier et d'avoir un double de soi-même ou d'être un autre soi-même, mais de pouvoir un petit peu prendre de la hauteur pour se regarder avec à la fois, je dirais, humour, bienveillance, tendresse aussi, tu vois, comme ça, de pouvoir se dire, dis donc, qu'est-ce que je me fais comme vélo dans ma tête mais sur les choses les plus basiques. Parfois, dans la traque du jaguar, ils nous disent passer une journée avec ça peut être n'importe quoi, mettez un truc ridicule et aller dans la rue avec ça aussi. De pas non plus se conformer à ce qu'on attend de nous ou à notre personnage habituel et de voir ce que je vais ressentir en fait à travers ça. J'avais fait un séminaire avec Max Piccinini et en fait pour les croyances limitantes, il faisait un exercice pour trouver la plus grosse croyance limitante. Alors c'est lors d'un séminaire, il y a du monde, hein, et l'idée c'est de faire, de répéter sa croyance limitante et tout le monde doit imiter la poule. Donc il y a 2000 personnes qui imitent la poule en hurlant leurs croyances limitantes pour justement démystifier cette croyance je suis pas assez beau, je suis pas assez doué, je suis pas assez intelligent en faisant la poule. Alors je vais pas le faire là. Mais... on pourrait faire les poules roses aujourd'hui, les poules rouges roses. Oui, mais du coup, ça fait perdre de sa force. C'est ça. C'est intéressant parce que j'avais entendu une humoriste une fois, je ne sais plus comment elle s'appelle, dans l'inconscient collectif, une belle femme ne peut pas être drôle, par exemple. Elle ne peut pas trop dire de gros mots parce que si elle est belle, elle se doit d'être polie. Elle se doit d'être assez séductrice et donc t'es pas dans la séduction si tu deviens grossière ou si tu fais, si tu te mets à faire la poule ou n'importe quoi. Et donc comment est-ce qu'on fait tomber justement tous ces conditionnements et toutes ces croyances qui nous habitent. Et pourquoi pas une femme ne serait pas belle et drôle et pourrait faire la poule et n'importe quoi et dire des grossièretés. Donc moi je trouve qu'on a encore du chemin collectivement. Totalement. Et j'écoutais Angèle en venant jusqu'ici te retrouver et dans sa chanson Balance ton quoi, Balance ton quoi, elle le dit à un moment donné, alors j'ai plus les paroles, je vais pas la chanter, mais je peux pas être belle et être drôle, ou alors je peux, enfin elle joue là-dessus sur le fait qu'effectivement on lui balance qu'elle peut pas être plusieurs choses à la fois parce que c'est une jolie fille ou etc. Enfin, et c'est intéressant que ce soit soulevé aujourd'hui parce que justement, je trouve qu'on a et c'est ce dont on parle en fait quand on parle des blessures, des conditionnements, on a une pluralité en nous et j'ai l'impression, j'entends de plus en plus que c'est mis en avant et qu'en fait on peut accueillir qui on est dans ces pluralités.
Mais c'est vrai que je trouve que cette génération, et tu parles d'Angèle, moi je la suis aussi sur les réseaux sociaux, et elle fait partie de cette nouvelle génération. Déjà, elle a fait aussi son coming out en étant une très belle femme, jeune, qui n'était pas forcément dans les codes des stéréotypes de l'homosexualité féminine de départ. Donc je trouve ça chouette. Elle se prend photo en faisant des grimaces, avec les dents quand elle était petite, etc. Donc peut-être que toute cette nouvelle génération est plus détendue. Alors nous, déjà, on n'est pas de la même génération, mais toi, tu n'es pas non plus de la même génération qu'Angèle. Donc au fur et à mesure... Hein, je rigole. Oui, un peu plus vieux, mais pas tant que ça. Oui, pas tant que ça. Non, c'est vrai, pas tant que ça. Je la vois encore au début des 20 ans, mais elle doit approcher quand même de la trentaine maintenant, Angèle. Je ne sais pas quel âge elle a exactement. Elle a 27 ans, parce que je regardais juste avant, je regardais une interview d'elle chez moi. Alors, je ne suis pas un grand fan d'Angèle, mais il se trouve que c'était ma journée Angèle. Non, mais j'étais restée au fait qu'elle est 22-23 ans, tu vois, plutôt l'âge de mes filles, mais non, elle approche plutôt quand même de la trentaine, donc elle est quand même assez... C'est plutôt ta génération, effectivement. Ouais, et je viens de réaliser en fait que j'ai 10 ans de plus. Mais dans ma tête... Là, tu viens de me donner un coup. Non, mais c'est pas grave, on se détend, tu vois, avec tout ça. Tu vois, les trucs de l'âge. Oui. Est-ce que je m'autorise à un certain âge à faire certaines choses? Tu vois, tout ça aussi, c'est des croyances limitantes, en fait. C'est un problème pour toi, l'âge, personnellement? Écoute, je sens en tout cas qu'il y a une invisibilité des femmes. Moi, j'ai passé la barre des 50 ans. Et il y a quand même quelque chose qui se shift à ce moment-là. Je sens, soit que je sens chez moi, soit dans mes amis, qui effectivement changent. Donc, est-ce que c'est un problème? En tout cas, je trouve que c'est vraiment intéressant à cheminer parce que on rentre dans des âges où on va de toute façon vers la ménopause, la préménopause, le corps change, l'énergie change, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Un autre tabou, c'est aussi l'andropause chez les hommes. On parle beaucoup de la ménopause chez les femmes. En particulier, il y a une parole qui se libère sur les réseaux sociaux. Encore très peu, je trouve, de l'andropause chez les hommes, qui en plus est une période qui dure plus longtemps que la ménopause chez les femmes, donc c'est encore plus tabou, peut-être parce qu'elle est peut-être moins ciblée dans le temps. Mais c'est vrai que je vois aussi dans mes aînés, j'ai fait un podcast avec Marie de Henzel sur le vieillissement, sur qu'est-ce que vieillir quand on est une femme, sur les rides aussi avec la journaliste Sophie Fontanelle. Il y a Laura Adler qui en parle beaucoup, donc je trouve qu'il y a maintenant des femmes rôle modèles. Il y a eu Isabella Rossellini qui a fait la couverture de ce Elle en montrant ses rides. Et là, on sent, mais c'est très très récent, hein, là je te parle de quelques mois, qu'il y a un mouvement en tout cas, alors il y a les deux qui cohabitent, hein, mais il y a un mouvement qui est en marche sur j'ai envie de vieillir en fait comme je veux et comme je le sens. Voilà. Je trouve ça difficile, hein. Je sais pas toi comment tu le vis. Tu sais que moi je réalisais là que sur du coup quand on s'était rencontrés il y a un peu plus de 6 mois, je venais d'être célibataire, enfin je venais de rompre après ma relation de 9 ans. Là je commence à vouloir re-rencontrer des gens. J'ai 8 ans de moins sur les 8 ans de moins sur les sites de rencontres. Je n'assume pas du tout mon âge et j'essaye de garder le stéréotype de j'ai 30 ans, je suis beau, je suis musclé, j'ai pas de rides. Et c'est très dur pour moi de me dire que j'approche des 40 et de ne pas du tout l'accepter. Du tout. Là, je me disais encore tout à l'heure, ça fait combien de temps que tu as fait du Botox? Faut que tu y retournes. Parce que je scrute le calendrier des 6 mois où je retourne faire du Botox pour éviter qu'on voit des marques de vieillesse. Et je sais que chez les femmes donc de plus de 50 ans, ça peut être le cas. Et je sais que dans les milieux homo, notamment masculins, c'est le cas aussi. J'en discutais avec un ami très très proche qui est comme un frère pour moi, qui est homo depuis très longtemps et qui me disait il y a encore ce culte du corps, de la performance liée au physique dans les milieux homosexuels. Ouais. Et donc c'est vrai que tout ça, ce sont des vraies questions et qui sont en train d'être mises sur la table en ce moment. Et en même temps, il y a quelque chose de très relaxant, je trouve, dans le vieillissement, de ne plus être autant dans la séduction. Ce besoin justement d'être aimé à travers en fait son physique. Là, on a fait une très belle émission avec Julien Québec, qui est le leader de la slow cosmétique en fait en Europe et qui a fondé le mouvement de la slow cosmétique en France et en Europe, qui a écrit beaucoup de bouquins là-dessus. Et il en parlait très justement. Alors, il parlait des crèmes naturelles, anti-âge et tout ça, mais c'était juste un prétexte pour dire à un moment donné comment est-ce que je me libère aussi de ces injonctions du regard de l'autre. Moi, j'ai écouté avec beaucoup d'attention l'interview d'Isabella Rossellini, qui dit, en fait, je
Je suis passée à autre chose dans ma vie. C'est ça aussi dont j'ai envie. Et aussi, c'est bon, en fait. Et je me retrouve de plus en plus dans ces discours-là. Ça fait du bien. Et moi, je trouve que ça fait du bien aussi d'avoir des aînés, des femmes aînées qui portent. Je ne sais pas si dans les milieux homo, chez les hommes, il y en a qui osent aussi cette parole-là. Donc tout ça, ce sont des vraies questions qui sont sur la table en ce moment. Et c'est bon d'en parler, c'est bon d'en débattre. Et c'est drôle parce que tu vois, moi, je te l'ai déjà dit, hein, c'est pas une surprise pour toi, mais je te trouve magnifique. Tu vois, t'as plus de 50 ans, mais t'es magnifique. Enfin, je te trouve très belle, très séduisante. Donc, merci de me dire ça. Tu vois, c'est... Tu me le dirais peut-être pas aussi naturellement si tu étais attirée par les femmes, d'ailleurs. Et donc, c'est bon aussi de le recevoir d'un homme. Parce qu'on n'est pas dans un rapport, justement, de séduction. Non, je crois pas. Voilà, mais ça fait du bien aussi, voilà, de pouvoir se dire ce genre de choses, dans les idées des croyances limitantes. Oui, tout à fait. Ouais. Tu vois. Mais j'aime l'honnêteté. Peut-être, moi, je le ressens en vieillissant, avoir cette honnêteté, cette franchise, d'être honnête avec soi. Moi, tout ce que je dis dans mon podcast, même tout ce que je dis là, honnêtement, je l'aurais jamais dit il y a quelques années. Et être honnête avec les autres aussi, en fait, dans sa façon de les voir, de les ressentir et de plus se dire « Ah non, j'ose pas le dire, mais pourquoi pas ?» Oui. T'as quelle relation avec l'honnêteté, la franchise ? Je peux avoir tendance à être assez cash. Et donc, je fais aussi attention à ça pour ne pas blesser parfois les autres. Puisque je peux dire les choses assez directement, c'est plutôt dans ma nature. J'ai appris aussi parfois à me dire que toute vérité n'est pas bonne à dire. Non pas que je crachais une forme de vérité comme ça, c'était pas ça l'idée, mais de mettre aussi, de dire oui, peut-être que l'autre, moi j'ai envie de le dire, mais l'autre n'est pas prêt à recevoir en fait cette vérité-là ou cette chose que je pense être une vérité à ce moment-là. Ouais, tout à fait. C'était Yannis Sia que j'avais reçu, qui était danseur, qui était trop honnête et dit que ça lui a valu des amitiés et qu'il a dû rétro-pédaler parce qu'à un moment donné, en fait, il pouvait plus en fait balancer tout comme ça. C'était un peu brutal et c'est pas qu'il ne doit pas le dire, mais il ne pouvait pas le cacher, donc il y avait tout le temps paf, il balance sans filtre. Oui, parce que après celui qui balance, il prend pas soin en fait de quel est le besoin de l'autre par rapport à la réception de ça. Exactement. Dans ton livre, tu parles aussi de hypersensibilité et j'avais une question. Est-ce que tu changes toujours de wagon quand il y a des chiens maintenant Tu sais que cette version-là, au départ, je l'avais écrite justement plus drôle, plus cru, plus cash, et je l'ai un petit peu édulcorée. J'étais dans un wagon et il y avait 2 chiens qui avaient des gaz, pour le dire comme ça simplement, et qui étaient pourtant pas tout près de moi, qui étaient dans le même wagon, et je me disais, mais d'où viennent ces odeurs, quoi ? C'est juste insupportable, et ça fait vraiment chochotte de dire ça. Mais j'avais un trajet de 4 heures à faire en train, et j'ai demandé au contrôleur de changer de wagon. J'ai pas pu supporter, j'avais des hauts le cœur. Et je l'explique dans le chapitre sur l'hypersensibilité, parce que souvent, le package des hypersensibles, beaucoup de sens chez l'hypersensible sont exacerbés. Et donc chez moi, c'est l'ouïe, mais aussi l'odorat. Au niveau kinesthésique aussi du toucher, donc c'est quand on vient, voilà, je suis très adaptée parce que je pense que les hypersensibles ont souvent une forme de suradaptation, mais qui avec l'âge devient moins confortable au niveau des lumières. Par exemple, là on est filmé, donc il y a une lumière qui est très forte, là ça va, on l'a pas directement dans les yeux, mais si je l'avais en face, je serais vraiment hyper gênée. Mais c'est vrai que même quand ça t'a fait rire cette partie-là ? Ouais, ça m'a fait rire, mais c'est surtout hyper intéressant parce qu'encore une fois, là, on parle vraiment de ton livre et des exemples que tu peux mettre et des exemples concrets, et on est encore plongé dans sa vie intérieure, et c'est cette idée d'aller voir comment on est. Alors tout le monde n'est pas hypersensible. Moi, ça m'a fait écho parce que le problème du bruit, là, j'ai un casque à réduction de bruit. Et en fait, je me rends compte, à la base, c'était pour la méditation chez moi, pour éviter le bruit ambiant des voisins ou des voitures dans la rue. Pouvoir te mettre dans ta bulle. Dans ma bulle. Et depuis hier, je le teste en dehors. Mais en fait, le métro, c'est pas du tout la même chose. Quand j'active la réduction de bruit dans le métro et que je enlève mon casque, je dis mais comment je vis avec tu surcompenses à fond. Et pour tous ceux qui vivent en ville, mais comment on s'adapte autant à du bruit ? Mais c'est ultra bruyant. Donc je vois ce que tu veux dire aussi, parce que toi t'as ça, c'est cette problématique-là aussi, quoi. Mais avant, j'en avais pas conscience. Et je raconte justement dans le bouquin que quand j'étais étudiante, mes copines, elles se moquaient de moi en disant « Ah mais t'entends rien, tu fais répéter et tout ça », parce que quand j'étais dans des environnements sonores,
souvent je disais genre, tu sais, le professeur Tournesol, qu'est-ce que vous avez dit, etc. Et je me disais, peut-être j'entends mal. Et un jour, ma fille va faire un contrôle ORL. Et j'en profite, je me dis, tiens, je vais poser la question à l'ORL en disant, mais c'est bizarre, je fais répéter et tout. Il me dit, on va vous faire un test d'audition puisque j'ai la cabine. Et je ressors et il me dit, vous entendez comme un bébé de 6 mois. Il me dit, vous avez c'est presque de l'hyperacousie. Alors, l'hyperacousie peut être aussi une pathologie. Moi, je pense que j'en suis pas là. Mais j'entends extrêmement bien. Ce qui fait que dans des environnements très pollués au niveau sonore, très bruyants, où il y a un entrechoc de voix, de sons, par exemple dans les brasseries parisiennes, typiquement, des voitures, des klaxons, des bruits, des gens qui parlent à côté, on est serré. Tout ça, en fait, se précipite en même temps dans mon cerveau qui n'arrive pas à filtrer. Et ça fait un écran, ce qui fait que j'avais le sentiment de mal entendre alors que j'entendais trop bien. Ouais. Quand tu le sais, c'est bien, ça te fait marrer, mais quand tu le sais, ça fait du bien parce que du coup, tu dis, c'est pas juste que je suis chochotte quand je suis fatiguée après un repas comme ça, c'est pas juste que tu vois, ah non, mais moi ça m'a fatiguée et tout ça, ma batterie sociale est down. C'est pas juste ça, c'est que en fait, c'est une réalité physiologique. Ouais. C'est bon de le savoir, ça. Je te vois en train de... Mais parce que ça fait écho, en fait, aussi à ma vie, et je me rends compte à quel point, pareil, j'avais tendance à penser qu'il y avait un problème et que le problème venait de moi. Oui. Alors, effectivement, ça vient de moi, mais c'est juste que j'en parlais justement à un mec avec qui je papote sur Tinder, et je lui disais que j'avais une hypersensibilité au bruit, et du coup, j'ai listé, encore une fois, l'écriture. Que ce soit sur un papier ou sur Tinder, le fait d'écrire, je me suis dit, mais il va me prendre pour un fou. J'ai déjà défoncé une porte d'un voisin parce qu'il y avait trop de bruit et que c'était la 4e fois que je venais et j'ai défoncé la porte. J'ai déjà tapé une nana, alors tapé sur la cuisse au cinéma parce qu'elle avait son téléphone qui sonnait et qu'elle l'arrêtait pas. Et je me souviens que mon ex à l'époque a cru que j'allais me prendre un pain de son copain à côté. Enfin, j'ai 10 000 situations dues au bruit qui sont... Les gens vivent pas ça. Parce que ça n'arrive pas là. Ouais. Mais je suis tellement sensible que mes réactions sont disproportionnées. Oui, parce que ça te fait violence en fait. Tu le ressens vraiment comme une agression. Comme une agression, exactement. Mais moi, le truc des chiens, là, je l'ai tourné en dérision parce que ces chiens qui avaient des gaz, alors c'était, je sais pas quelle race de chiens, c'était les mêmes chiens, mais alors... Ça n'arrêtait pas, c'était vraiment, il pétaradait mais non-stop. Je me disais, attends, comme ça va être l'horreur, l'enfer. Je change de wagon, mais je voyais que j'avais l'air... Tu vois, c'était comme si c'était une caméra cachée. Tout le monde dans le train était en mode business as usual, ça bosse. On écoute nos films, et moi je me disais, mais c'était insupportable, tu vois, comme toi avec l'agression de... Exactement. Donc quand tu le sais, tu en ris, tu vois, comme là on se marre et on est capable de prendre du recul. Ouais. C'est... Justement, là, donc, tu vois, vraiment, je crois que plonger dans sa vie intérieure, ce que j'aime, c'est qu'on va vraiment voir toutes ces parties-là. Tout ce qu'on est en train de dire, en fait, chaque personne peut s'y retrouver. Oui. Et tu donnes plein de conseils sur comment, qui t'a vu pour de l'EFT, de l'EMDR aussi. Tu m'as même donné envie d'essayer certaines choses parce que tu expliques bien, tu vois qu'est-ce que ça t'a apporté. Et j'ai adoré ce côté pratique aussi, où vraiment tu mélanges tout. Tu vas clairement donner des conseils aux gens pour se comprendre. Tu vas donner ta propre expérience et tu vas donner des clés pour que ça aille mieux. C'est comme presque un dictionnaire, presque, mais rien à voir avec un dico dans le côté, c'est ultra agréable à lire. Tu m'as dit, tu l'as lu vite, mais en fait c'est tellement simple à lire, c'est tellement fluide. Merci pour ça. Et j'ai aimé en fait ce côté où c'est plein d'informations, mais c'est fluide. Et il y a des livres, je le dis pas comme ça parce que des fois ça me saoule de lire certains livres, c'est vrai. Celui-là, j'ai pris un plaisir et je pensais pas que je l'aurais fini et je l'ai fini aisément parce que c'était un vrai plaisir. Et tu m'as donné envie dans la partie déployer ses ailes, tu commences par l'alimentation. Et tu dis exactement, régénérer son énergie vitale. Oh, j'ai du boulot, tu m'as fait réaliser là, il y a du taf. Et tu m'as donné envie, Tu donnes toute une liste d'ingrédients bons pour la santé, t'expliques pourquoi. Et là, je me suis dit, il faudrait peut-être que j'aille voir un naturopathe, diététicien, peu importe. Mais tu m'as donné l'élan, le jaillissement de vouloir reprendre soin de mon alimentation. Je vois que j'arrive pas seule. J'avais un ex qui cuisinait, qui était ultra bon, et tout seul, j'y arrive pas. Et comment se faire aider, en fait. C'est ça que j'aime bien aussi. Ton livre inspire à ce niveau-là, quoi. Et c'est important pour toi, l'alimentation. Mais c'est vrai que j'ai vraiment expérimenté une période de ma vie comme l'alimentation m'a sauvée, entre guillemets,
guillemets, d'une mononucléose. Entre 2 grossesses, j'ai eu une mononucléose qui a été quand même assez... bon, ça peut être assez grave. Alors, c'était pas grave, une question de vie ou de mort, mais j'avais perdu énormément de poids. J'étais extrêmement maigre, vraiment très, très fatiguée comme on peut l'être. Ça peut durer longtemps, une mononucléose. Ça peut durer 1 an et demi. Ouais, oui. Et j'allaitais ma 2e fille, sachant que mes enfants sont très rapprochés. Et je sentais que j'étais démunie physiologiquement, je ne savais pas quoi faire. Et une mononucléose, il n'y a pas grand-chose à faire à part soutenir le système immunitaire, puisque c'est un problème, on est complètement à plat. Et donc là, je suis allée voir justement à cette époque une naturopathe chevronnée, très très bonne naturopathe, je peux donner son nom, c'est Claudine Richard. Je ne sais pas si elle exerce toujours, mais elle était à Paris, qui avait vraiment beaucoup d'expérience et qui m'a aidée grâce à l'alimentation vraiment à reconstituer mes forces. Et il y a eu un avant et un après très très rapidement. En tout cas, dans mon expérience et dans mon cas, après ce que j'ai expérimenté n'est pas forcément applicable à tout à chacun. Mais c'est vrai qu'elle m'a donné vraiment une alimentation très vivante. J'ai mangé beaucoup de pollen frais, elle m'a remise en selle sur des huiles de très bonne qualité. Alors, c'était maintenant il y a une 15aine d'années, tout ça s'est passé un peu dans l'alimentation. On a beaucoup parlé du bio, d'une alimentation saine. Il y a eu beaucoup de livres sur tous ces sujets. Donc je dirais que ce qui faisait office un peu de pionnier il y a peut-être 15 ou 20 ans, l'est peut-être moins aujourd'hui. Mais moi, cette alimentation, et je le vois aujourd'hui, j'aime faire des écarts, j'aime la bonne nourriture, je suis une bonne vivante, donc j'aime pas me priver de choses. Mais je vois quand même que dès que j'ai une alimentation qui me correspond moins, trop riche, trop grasse, peut-être trop de fromage, j'habite en Suisse, il y a des bons fromages, etc. Je le paye énergétiquement, émotionnellement. C'est ce que je dis, il y a beaucoup d'études aussi qui ont été faites sur les comportements d'agressivité dans la vie en fonction de l'alimentation, notamment sur des prisonniers. Ils ont vu que, je parle d'une étude, je crois que qui a été réalisée, je crois que c'était aux Pays-Bas, puis d'autres qui ont été faites en Australie. Je me souviens plus exactement, mais j'ai sourcé tout ça dans le livre, qui montre qu'en fonction de l'alimentation, les prisonniers étaient beaucoup plus tranquilles, paisibles, joyeux, et d'autres qui étaient beaucoup plus agressifs avec leur père, en fait, en fonction de l'alimentation. Ils ont fait des études aussi chez des jeunes enfants. Moi, je l'ai vu chez mes propres filles, je l'ai déjà partagé dans des interviews, mais quand elles allaient à des anniversaires, où souvent, petits, 5-6 ans, ils vont chez les petits copains, ils prennent des doses de sucre dans les gâteaux, du sucre blanc. Alors c'est super, il y a des bonbons partout, c'est mignon, mais alors ils reviennent dans un état, mais ils grimpent au rideau. T'as l'impression qu'ils sont sous cocaïne. Enfin, moi, j'ai jamais testé la cocaïne, mais je peux avoir le sentiment que c'est ce que ça fait dans un corps humain, survolté, des singes qui grimpaient partout. Et donc c'est vrai que ces impacts-là, il y a des études qui sont faites aussi sur la dépression, l'anxiété par rapport à ce qu'on ingère en termes d'alimentation. Des études très sérieuses qui sont faites aujourd'hui sur l'impact entre microbiote et le cerveau et nos états émotionnels. Donc c'est pas simplement une vue de l'esprit, c'est que notre alimentation participe à notre bien-être de la psyché émotionnelle. On dit de toute façon, on sait très bien maintenant que l'estomac est le 2e cerveau, qu'il y a beaucoup de neurones et de choses qui se passent au niveau du gut, là, à ce niveau-là, vraiment des intestins. Cette partie-là est aussi une partie émotionnelle extrêmement développée. Donc, simplement sans devenir psychorigide là-dessus, puis tomber dans une forme d'orthorexie qui est une maladie de qu'est-ce que je mange, de surveiller son alimentation, simplement être en conscience de tiens, quand je suis dans cet excès-là, quel impact ça a aussi sur mon état émotionnel, sur mon humeur. Et ça peut avoir beaucoup d'impact quand on fait une réunion d'équipe où moi j'ai mangé potentiellement par exemple du gluten avant, que je suis pas du tout allergique au gluten, mais je le supporte mal. Ça m'endort, ça me rend un peu molle, un peu plus sur les nerfs par exemple. Quand je prends du gluten, je sais que je vais pas être dans le même mood que si jamais j'ai eu une super alimentation vivante avant. C'est hallucinant chez moi l'impact. Donc j'avais envie de le mettre quand même. Mais c'est ça ce qui est étonnant pour un livre de psy. Et c'est ça que j'ai aimé parce que je m'y attendais pas. C'est quand même dans la deuxième grosse partie Déployer ses ailes, tu parles justement de l'énergie vitale via l'alimentation. Et je m'y attendais pas et ça m'a surpris, mais ça m'a surpris dans le bon sens. Et ça m'a même rappelé dernièrement, j'ai fait une émission sur le stress postpartum à France 2 avec Faustine Bollard. Et on avait un militaire qui avait eu une dépression. Et il m'a dit, ce qui m'a aidé à m'en sortir, ça a été de décider d'aller mieux, déjà. Et de faire tout ce qu'on m'avait dit de faire, à savoir avoir une alimentation saine. Et il dit, est-ce que c'est l'alimentation qui m'a sorti de là ? Je ne sais pas, mais j'ai décidé et j'ai mangé bien.
et j'ai commencé à aller mieux. Et c'était intéressant parce que ça revient quand même souvent. Yomi Denzel, qui est un entrepreneur que j'adore, qui est suisse aussi d'ailleurs, qui est revenu en Suisse pendant les fêtes, il disait que manger du fromage en Suisse, ça l'a remis dans un... lui qui a une alimentation extrêmement carrée, le fromage, tu vois, t'en parlais, c'est vrai, a là aussi plombé, et ça a été plus dur que prévu parce que son alimentation est très carrée. Donc c'est intéressant de... Alors le problème avec l'alimentation, c'est qu'on est toujours, on est souvent dans cette dualité un peu pulsionnelle avec l'alimentation, entre mes pulsions d'envie, de désir d'une alimentation parfois un peu sucrée, un peu riche. C'est aussi très doudou, la nourriture, la façon dont on s'alimente. Et puis la façon dont on a été alimenté petit. Moi, j'invite souvent, pas dans ce livre-là, mais j'ai écrit un livre sur la détox, par exemple, qui s'appelle Happy Detox, qui était plutôt un style de vie, où j'invitais les gens à se poser la question de comment j'ai été alimentée quand j'étais enfant. On ne le sait pas toujours exactement. Est-ce que j'ai été allaitée? Combien de temps? Le biberon? Qu'est-ce que finalement il y avait dans ce biberon? Comment j'ai été... quelle a été ma première nourriture? Est-ce qu'on m'a donné du sucre très tôt pour me calmer? De revenir un petit peu comme ça sur son histoire pour comprendre. Parce que souvent, on revient à ça. On a été habitué à ça. Et au niveau émotionnel, pulsionnel, quand les besoins émotionnels n'ont pas été fortement satisfaits, tu vois, on revient sur les discussions qu'on avait au début, forcément, ce sont des valeurs refuges, soit en contre, soit à l'inverse, en réparation, tu vois. On va agir, notre système émotionnel, il va peut-être essayer de se réparer avec ça ou pas. Là, on va pas faire tous les chapitres, mais tu parles aussi du sens de la vie qui est très important, les talents en confiance. Il y a beaucoup de choses qui sont que j'ai adorées. S'émerveiller devant la beauté, j'ai adoré. Il y a une phrase où je sais plus qui, c'est Christian Bobin. Qui parle de la beauté de la vie, mais même voir au plus grand. Et dernièrement, je parlais à mes parents pendant les fêtes et je leur disais, mais on vit quand même sur une planète. Il y a un soleil, il y a une lune. C'est quand même un peu fou. La vie, la galaxie. Moi aussi, je me dis ça. Toi aussi, tu as ces questionnements de se dire que la lune influe sur les marées, sur nous. Enfin, comment est-ce possible? Tu vois, moi, ça me paraît dingue. Et ça m'émerveille. Mais moi aussi, mais parfois quand je partage ça à certaines personnes, elles me regardent en disant oui d'accord, oui c'est ça, bah oui il y a une planète, il y a la lune et tout ça, mais quand on y pense, moi je suis comme toi, ça me paraît à la fois complètement mystérieux, fou, émerveillant, fascinant. Je fais parfois des randonnées de nuit en montagne. Ça m'arrive l'hiver, on monte avec des copains, on fait de la rando de nuit, on monte pendant peut-être 1 heure ou 2 jusqu'à un refuge. Et puis là, on dîne et puis on redescend. Et c'est vrai que dans ces moments-là où on est en pleine nuit, en pleine nature, dans une nature un peu sauvage, alors on n'est pas au milieu de nulle part non plus, mais quand même, et qu'on voit cette voie lactée, on le fait ça les soirs de pleine lune pour avoir de la visibilité. Je me dis, mais c'est ça que j'adore, par exemple, chez Sylvain Tesson, quand il parle, quand il partage, ou quand je me retrouve dans des grands espaces sauvages, quand je voyage, ou même dans la nature, tout simplement en Suisse. Cet émerveillement, se dire, mais j'adore aussi regarder des images du cosmos. Ouais. Je suis par exemple les comptes Instagram de la NASA, de toutes ces photos qui sont prises aussi de l'univers. Ça m'a toujours fascinée de regarder le ciel. Presque tous les soirs chez moi en Suisse, quand je ferme les volets, je regarde cette voie lactée. Pour reprendre aussi conscience à quel point nous sommes... notre vie est un miracle, notre vie est cet émerveillement. Qu'est-ce qui fait que nous sommes en train d'expérimenter ça, à la fois comme nous sommes tellement petits et tellement grands. Je trouve que ça redonne aussi à la fois cette humilité, ce regard que portait le Saint-Exupéry aussi avec le Petit Prince, de qu'est-ce qu'on fait aussi de notre planète. Moi, ça me pose toutes ces questions. Et je crois que tant qu'on a cette capacité à s'émerveiller, alors il y a des familles où on s'émerveille plus facilement que dans d'autres familles. Moi, je l'ai remarqué. Il y a des personnes, moi j'ai eu des petits amis ou des amoureux qui n'étaient pas des personnes qui avaient cette capacité à s'émerveiller, même à regarder un chat, une fleur, de l'eau, un coucher de soleil, rien les émerveille. Il y a vraiment ce regard d'enfant, mais je crois que c'est aussi culturel dans certaines familles où on a plus ce regard-là que d'autres, et puis après ça se cultive. Même si on ne l'a pas eu dans sa famille, on peut s'ouvrir à cet émerveillement. Tu l'as passé comme message à tes enfants, justement? En tout cas, je le vois maintenant qu'elles me font souvent des remarques en disant « Oh, maman, regarde !» Et ça, j'adore quand elles me disent ça, parce que là, je me dis « Oui,
la transmission s'est faite. Elles ouvrent les yeux. Mon grand-père me disait toujours, quand on marche, il faut regarder le ciel, il faut regarder en l'air parce que autour de soi, il se passe plein de choses. Alors bien sûr que lui, il était pharmacien, il adorait regarder le sol aussi et les plantes et tout ce qui grouillait dans la terre. Mais il avait ce côté justement mi-ancré, mi-perché, je pense. Alors c'était un bon cartésien, il était assez rationnel. Mais je pense qu'il avait cette hypersensibilité, ce côté, il aimait beaucoup la musique, l'art, il était aussi sculpteur. Et donc il y avait ce regard justement du créatif, de la création aussi sur la création qu'il portait, qui est une forme une façon pour moi aussi d'habiter le monde avec poésie. Ce livre, tu l'as écrit pour tes filles. En tout cas, il est dédié à tes 3 filles, c'est ça, si je ne me trompe pas. C'est quoi le message que tu voulais leur faire passer en écrivant ce livre pour elles ? Je ne l'ai pas forcément écrit pour elles, dans l'intention de leur faire passer un message, mais je leur ai dédié parce que je me dis peut-être un jour, elle est née par exemple, a commencé à le lire, elle aime beaucoup, donc c'est pas simplement pour leur faire passer un message en mode transmission, mais je me dis c'est chouette aussi d'avoir un témoignage, moi qui ai beaucoup travaillé sur la thérapie en transgénérationnelle, sur les constellations familiales, je me dis peut-être c'est chouette aussi pour elle d'avoir à un moment donné se dire la route de notre maman, et peut-être aussi pour mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, de se dire, tiens, non pas pour laisser une trace de qui j'étais, absolument, c'est pas ça, mais de se dire, tiens, à ce moment-là, cette personne qui est dans mon arbre avait conscientisé ça, et comment ça peut me parler à moi dans les lignées, tu vois, et dans la transmission. C'est plus en ce sens. Ensuite, je l'ai écrit aussi pour, je suis certainement à la moitié de ma vie, midlife, même un peu dépassée. Je ne sais pas quelle est mon espérance de vie, mais admettons que je sois centenaire, finalement, on peut je te aussi... le souhaite. Ouais, moi aussi, je nous le souhaite à tous. Si on est bien, en bonne santé, c'est chouette. Quand je vois Annick de Souzenel ou Edgar Morin, moi, je trouve que ça donne beaucoup d'espérance. À midi, je déjeunais avec un ami qui a plus de 90 ans et qui a encore une énergie, qui est drôle, etc. Et je me dis, c'est génial. Donc, pour répondre à ta question... était, je ne sais plus. C'était par rapport à tes filles, ouais. C'est ça, je l'ai écrit aussi pour poser un peu, pour faire le point, transmettre, partager, que ça puisse aider d'autres. Alors, on me dit souvent, c'est vrai à travers aussi Métamorphose, beaucoup de gens m'écrivent en disant, est-ce que vous pourriez me donner les noms de thérapeutes ? Est-ce que vous faites vous-même des consultations ? J'ai un problème sur ça, est-ce que vous pourriez m'aider ? Me donner un petit conseil. Et malheureusement, c'est des dizaines ou des centaines de messages et de personnes. Et moi, je ne suis pas psy ni thérapeute. Je n'ai pas la compétence. Et deuxièmement, de temps en temps, je renvoie sur une personne ou une autre en disant « Ah tiens, tel est bien, mais je ne sais pas où les gens habitent. » Donc c'est vrai que de poser ça dans un livre, toutes ces méthodes, il y a presque une quarantaine de voies thérapeutiques diverses et variées. Donc chacun pourra tirer des petits fils et se dire « Je peux aller butiner, explorer ceci ou cela. » Ouais. Moi, c'est vraiment comme ça que je le perçois. Et c'est vrai que, comme je l'ai dit, moi, ça m'a donné envie d'essayer pas mal de choses, en tout cas. Et je pense qu'on peut terminer là-dessus. Et quand tu disais, oui, être centenaire, et je te souhaite d'avoir une maison de retraite sur la Lune. Ah, mais oui. Dans le conte de la fée qui ouvrait les cœurs, de toute façon, c'était sa maison, la Lune. Elle habitait sur la Lune. Alors pourquoi pas ? Oui, je me le souhaite aussi. Où est-ce que tu aimerais finir tes jours, toi, d'ailleurs ? Tiens, c'est une bonne question, ça. C'est une véritable angoisse. Il y a une statistique que mon meilleur ami m'a sortie, que les personnes LGBT avaient une statistique qui faisait qu'elles finissaient seules, un peu abandonnées dans leur maison. Ça m'a... Ah bon ? Ouais, pas d'enfants, pas de compagnons, quelque chose où je me suis dit franchement ça donne pas envie. Et je me suis beaucoup posé cette question ces derniers temps, et j'ai des envies en tout cas d'avoir une maison en Bretagne, de voyager dans le monde, de toujours vivre à Paris, mais à un moment donné de me rapprocher aussi de mes frères et sœurs qui ont l'âge de si j'avais eu des enfants, vu que mon père a fait des enfants très tardifs, de me rapprocher aussi de la Bretagne, de la famille. Oui, pour les voir aussi évoluer. Exactement, c'est beau ça. Donc je me pose pas trop la question, je t'avouerai, là tu me poses une colle, mais... Non, mais moi je me pose pas la question non plus parce que je me sens pas encore proche de penser à l'âge de la retraite, je m'en sens encore très loin, mais c'est vrai qu'en discutant avec Marie de Henzel, je reviens à elle puisque elle parlait du béguinage solidaire et de ces maisons aussi où les gens se retrouvent, quel que soit leur statut de vie, leur spiritualité, leur religion, leur sexualité...
leur âge aussi, à partir de, je crois, 60-65 ans, ils se retrouvent dans des béguinages qui sont des maisons où ils décident de vieillir ensemble. Une vingtaine de personnes, ils apprennent à se connaître pendant quelques années et ensuite ils font comme ça des petites communautés, des petites tribus à travers ces formats de béguinage solidaire. C'est chouette. Ouais, je trouve l'idée très très intéressante, effectivement. En tout cas, merci beaucoup Anne. Merci à toi Nico, vraiment. Pour cette interview. Va vie et deviens conscient de toi-même. 12 chemins de métamorphose, aux éditions Erol. Oui. Évidemment, le lien est dans la description pour ceux qui le souhaitent. Ton compte Instagram, Métamorphose le podcast, bien évidemment. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup pour cette année 2024 ? D'être un peu plus slow, parce que j'ai publié 3 livres de mes propres livres en 2023. La Fée, celui-ci, et puis avec le docteur Charrier, un livre sur la phytothérapie. Alors c'est pas moi qui l'ai écrit, mais c'est vrai qu'il y a eu un peu de travail quand même. Un peu plus tranquille en 2024. Beaucoup de beaux projets, mais récolter aussi les fruits en fait de tout ce que j'ai semé les années précédentes. Voilà. Ouais, là, j'ai pas ton année numérologique, mais ça aurait été intéressant de la savoir. Je crois que c'est 7. Et on est en année 8. Oui, t'as donc année quête de sens. Ouais, donc j'arrive un petit peu aussi en fin de cycle. Ouais. À très bientôt sur la Lune, j'ai envie de te dire. Voilà, on se donne rendez-vous sur la Lune. À bientôt Nico, merci. Salut Anne. Ouais, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère vraiment que cet épisode avec Anne t'a plu. J'ai trouvé qu'il y avait plein de sincérité et de simplicité. Et c'est ça que j'aime dans les échanges que je peux avoir sur ce podcast. Si ça t'a plu, n'hésite pas à lui envoyer un petit message sur son Instagram. Je sais que ça lui fera plaisir. Lui dire que tu as apprécié l'épisode. Elle les lira, c'est certain, et elle te répondra. Et puis, tu peux me le dire aussi à moi. Ça me fera énormément plaisir. Merci d'être de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. Osez by Nico, Instagram oui, mais j'allais surtout dire Spotify et Apple Podcast si vous voulez m'encourager pour 2024. 5 étoiles, c'est rien du tout, ça vous prend 2 secondes, mais c'est énormément pour moi en fait. Laissez un petit 5 étoiles, un petit commentaire, ça serait absolument adorable. Et je vous dis à très très bientôt pour un nouvel épisode. Salut!